Dès qu'on parle de dividendes, on voit de tout et n'importe quoi. Le montant du dividende, finalement, il vient du prix de l'action, donc c'est pas de l'argent gratuit. D'ailleurs, si le montant du dividende vient du prix de l'action, pourquoi ne pas tout simplement vendre une partie de sa plus-value quand on a besoin de cash pour se créer une sorte de dividende? Puisque de toute façon, le moment où votre action va verser un dividende, le prix de son action va baisser d'autant. Ça, c'est la première interrogation. Deuxième, ça va être, bah voilà, tout simplement, les actions à dividende, c'est bien connu, n'ont plus de perspective de croissance. Et enfin, on pourrait s'attaquer à comment dire, les actions à dividendes sous-performent les actions de croissance. Donc bon, on va en voir d'autres, hein. Je pense que je vais bien m'amuser pour faire, à faire cette vidéo. Donc allez, c'est parti. Ok, voilà, je me suis pris un café. Là, on peut y aller, on est bon. Donc là, je vous ai mis un magnifique schéma d'usine. On est bien d'accord que, allez, admettons, cette usine, vous êtes le propriétaire de cette usine qui, on va dire, vaut 10 millions, d'accord? Vous voulez la vendre. Pour vous, elle vaut 10 millions. Bon, très bien, très bien, très bien. Cette usine, elle a fait un flux de trésorerie libre, là, cette année, de 1 million. Donc vraiment un free cash flow de 1 million. Il y a un net de 1 million, vous avez créé 1 million d'euros. Vous avez plusieurs possibilités, ou bien on vous fait un cash out, tout simplement vous versez ce 1 million de bénéfices à vous en tant que dividende, enfin en sous forme de dividende pour aller acheter une voiture, pour faire ce que vous voulez, acheter une maison, ou alors tout simplement vous allez réinvestir ces 1 million pour de la croissance future, d'accord? Pour justement acheter une nouvelle usine, acheter un nouvel élévateur, bref, voilà. Ou alors, troisième possibilité, bah, tout ce que vous faites, c'est vous faites rien du tout et vous laissez ce 1 million d'euros ou de dollars, ce que vous voulez, dans le bilan de votre entreprise. Tout simple, vous laissez le cash dans l'entreprise, d'accord? Sur le compte de l'entreprise. Si vous laissez le cash dans l'entreprise, on est bien d'accord que vous, quand vous allez vendre cette usine, vous n'allez pas la vendre à 10 millions, vous allez la vendre à 10 millions plus c'est 1 million, puisqu'il y a 1 million de plus au bilan. Le mec qui va acheter cette usine, il va avoir 1 million de cash en plus, et bien évidemment qu'il va payer ce cash, vous n'allez pas lui offrir ce cash. Donc effectivement, votre usine, si vous ne vous versez pas de dividende, elle vaut 1 million de plus. Si vous vous versez le dividende, elle va baisser du montant du dividende. Mais ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'en fait on a la même chose donc sur le prix des actions. Quand votre entreprise va verser un dividende, le prix en bourse va baisser du montant du dividende. On va avoir ce qu'on appelle le ex-dividend date, la date à partir de laquelle vous ne pouvez plus être éligible au dividende si vous achetez l'action. Donc si on a la date du ex-dividend date, allez, le 10, eh bien le 11, l'action va baisser du montant du dividende. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait les gens se disent oh catastrophique, le prix en bourse baisse, donc finalement la valeur de l'entreprise elle baisse. Non, ce n'est pas vrai. On a bien vu que votre usine, si finalement voilà vous versez les 1 million, bah, elle va passer de 11 à 10, mais elle n'aura pas perdu en valeur par rapport à N-1. Elle vaudra toujours les 10 millions, d'accord? Il faut vraiment le comprendre. Et deuxièmement, si jamais vous faites ce qu'on appelle un payout ratio, c'est-à-dire que vous versez seulement 50% de ce free cash flow. Donc vous versez simplement un bénéfice de 500 000, d'accord? Vous versez plutôt un dividende de 500 000. On est bien d'accord que votre entreprise, elle va baisser de 500 000, mais par rapport au prix de départ de 10 millions avant, finalement, au tout départ, au début de l'année, avant qu'elle crée ce million d'euros, eh bien, elle a quand même pris en valeur 500 000, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'effectivement, le prix en bourse, à chaque fois, il y a une baisse du montant du dividende, mais il lui reste toujours, finalement, la différence. Et il faut bien comprendre que c'est de l'argent que l'entreprise a créé. Donc, quand vous voyez une entreprise comme BTI, par exemple, comme British American Tobacco, vous voyez, il y a un dividende yield de 10%. Donc, chaque année, en fait, quand il va y avoir le versement du dividende, le prix en bourse va baisser de 10%. Mais regardez un petit peu ici, le dividende correspond à chaque fois à 6 milliards. Il y a 6 milliards qui sortent de l'entreprise. Mais ce qu'il faut voir, c'est de combien l'entreprise a généré sur la période en free cash flow, en flux de trésorerie libre. On voit qu'elle a généré 10 milliards. C'est-à-dire que finalement, on a toujours une création de valeur nette de 4 milliards. Et donc 4 milliards sur un prix en bourse finalement de 67 milliards, on a toujours une augmentation du cours de l'action par année, si on s'en réfère uniquement à la valeur comptable, l'augmentation de la valeur comptable de votre entreprise, elle augmente de 4 divisé par 67, elle augmente de 6%. American British Tobacco, le prix en bourse, si on s'en réfère aux fondamentaux, va augmenter quand même de 6% en bourse, d'accord? Puisqu'il lui reste, finalement 4 milliards de plus chaque année. Donc ça, il faut parfaitement le comprendre. Donc du coup, la théorie selon laquelle on peut très bien vendre tout simplement une partie de nos bénéfices est totalement absurde, puisque si vous vendez une partie de votre plus-value pour vous faire votre dividende, vous vendez en réalité une partie de cette usine. Vous vendez une partie de cette usine, de ses actifs. Vous vendez une partie de
finalement du camion, une partie de l'élévateur. Et donc, vous allez droit, vous creusez votre tombe, d'accord? Puisque finalement, vous aurez de moins en moins de parts de votre entreprise. Alors que quand elle vous verse un dividende, vous l'avez bien compris maintenant, eh bien, elle vous verse uniquement une partie des bénéfices qu'elle a créés, qu'elle a fabriqués avec justement tous ses actifs. Donc finalement, la différence entre une entreprise qui paye des dividendes et une qui ne paye pas de dividendes, c'est uniquement que l'une finalement laisse pas le choix aux actionnaires de faire ce qu'ils veulent des bénéfices de l'entreprise et l'autre vous laisse le choix de faire ce que vous voulez. Vous pouvez effectivement avec le dividende de BTI vous en servir entre guillemets de salaire, de revenu. Vous pouvez également le réinvestir dans de meilleures opportunités. Peut-être que vous pouvez prendre ce dividende pour réinvestir sur une entreprise qui va faire plus 200% cette année. Et donc dans ce cas-là, ça sera hyper intéressant pour vous. Troisièmement, vous pouvez tout simplement, si vous croyez dans BTI, vous pouvez le réinvestir finalement dans BTI pour acheter plus d'actions et avec les intérêts composés, ça vous fait une boule de neige dans 10, 15, 20 ans. Et donc finalement, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les taxes que vous payez, les impôts, sont finalement le prix de la possibilité de faire ce que vous voulez des bénéfices de votre entreprise. Faites le parallèle avec le marché des options. C'est pareil. Vous payez, les taxes sont une prime. Les taxes sont la prime que vous payez pour avoir le droit d'utiliser ces profits. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est pour ça que vous payez des taxes dessus. Donc effectivement, si vous payez juste cette prime pour juste aller dépenser cet argent, c'est peut-être pas forcément optimal. Mais si vous payez cette prime, donc ces taxes pour réinvestir dans BTI et qu'effectivement on voit qu'il peut croître. Enfin, il y a une bonne croissance. Bon, là, c'est un mauvais exemple BTI, mais prenez une entreprise qui a une bonne croissance. Effectivement, que ça sera vraiment pour vous très, très, très optimal de payer des taxes. Faites les simulations. Et troisièmement, regardez, je vous mets une vidéo de Warren Buffett. So it would be an enormous mistake for See's Candy to retain money. So they distributed Berkshire, and we hope that we move that around in some other area where that dollar becomes worth $1.10 or $1.20 in terms. Donc vous voyez clairement que finalement l'avantage de Warren Buffett, c'est d'avoir cette holding et dans cette holding plein de business. Et Sea Candies, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des entreprises, on va dire, dans le monde qui a réussi à passer à peu près, pour vous donner une idée, quand ils l'ont acheté, Sea Candies faisait 1 million d'EBITDA, enfin 1 million de bénéfices. Et là en 2023, Sea Candies fait 1,5 milliard de bénéfices. Et en fait, toute cette croissance, elle l'a fait juste en réinvestissant, je crois, l'équivalent de 50 millions. En fait, c'est un business qui n'a pas besoin de réinvestissement. C'est comme Visa, ça n'a pas besoin de réinvestissement. Et donc, ce qu'il explique, Buffett, c'est que ce serait complètement débile, premièrement, de faire des retained earnings, c'est-à-dire d'à chaque fois garder les bénéfices au bilan de Sea Candies. Oh, ok, bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça serait également complètement con de réinvestir puisqu'on ne peut pas réinvestir. En fait, c'est une boîte qui arrive à croître sans réinvestissement, donc c'est parfait. Et donc, il vous dit tout simplement, ce qu'il fait, lui, eh bien, c'est qu'il prend les bénéfices de Sea Candies et il va les allouer sur un meilleur business, comme par exemple sur Apple, qui va avoir une meilleure croissance. Et c'est là où, en fait, Warren Buffett arrive à devancer tout le monde. Et c'est pour ça que les particuliers, on n'arrivera entre guillemets jamais à avoir ces performances. C'est parce que Warren Buffett, lui, justement, il esquive cette prime, il esquive ses impôts, puisqu'il garde les bénéfices dans sa holding. Donc, il arrive à faire des transferts en payant beaucoup moins d'impôts. Et c'est là où il a un énorme avantage, Warren Buffett. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, raisonnez vraiment en termes de coût d'opportunité. Une entreprise qui vous laisse le choix d'utiliser finalement ses bénéfices comme vous le souhaitez, ok, vous payez une taxe dessus, vous payez des impôts, une prime donc pour utiliser ces bénéfices, utilisez-les intelligemment. Deuxièmement, évidemment, si vous avez un PEA, vous pouvez entre guillemets capitaliser un petit peu comme Warren Buffett dans sa holding en réinvestissant dans le même business ou tout simplement en mettant par exemple les dividendes de Total sur du Hermès par exemple. Vous pouvez très bien faire ça et comme ça vous capitalisez sur, vous faites exactement ce que fait Warren Buffett. Il a des vaches à lait, du Coca-Cola, il va réinvestir les dividendes ou bien sur Coca-Cola ou bien sur un autre business qui est en plus, une croissance plus importante. Et enfin, finalement maintenant je vais m'attaquer aux dividendes share buyback. Ça c'est très important, donc je vais mettre plutôt sur une autre entreprise. Ok, je me suis mis sur Meta, je vous ai fait une magnifique mise en page et je vais vous démontrer pourquoi parfois il est plus intéressant d'avoir des dividendes et parfois il est plus intéressant de laisser votre entreprise finalement garder les bénéfices, mais ça se fera en fonction de votre prix d'achat, ça se fera en fonction de vous. C'est pas, c'est pas il y en a un qui est meilleur et l'autre qui est moins bon, non, c'est en fonction de vous. Donc ça, on va le voir ensemble. Premièrement, j'ai pris l'hypothèse suivante, vous avez acheté 100 actions Meta en 2018-2017 sur les $160. Vous en avez acheté donc 100, d'accord? Très bien. Premièrement, juste pour vous montrer la volatilité extrême de l'action, vous revenez un an plus tard, vous êtes
vous avez une moins-value de 23%, et parce que l'action Meta est sur les 123 $. Vous revenez 3,5 ans plus tard, vous êtes à plus 136% sur les 350 $. Vous revenez 4,6 ans plus tard, vous êtes de nouveau une moins-value de moins 50%, la moitié de votre investissement est parti en fumée, 92 $. Et enfin, vous revenez 6,2 ans plus tard, vous êtes en plus 200% sur les 500 $. Bon, alors ce que je vais vous montrer, c'est que Meta, en fait, regardez, ce qu'elle fait, c'est que premièrement, on ne fait pas de dividendes. Et regardez un petit peu les rachats d'actions. On va y voir les rachats d'actions, ok, 5 milliards, 6, 44 milliards. Donc le plus gros rachat d'actions dans l'histoire de Meta a été fait en 2021 et a été fait donc dans cette période-là, entre 2021 ici et donc fin 2021 ici. Voilà, donc dans toute cette période-là, Meta a fait le plus gros rachat d'actions de son histoire. Le rachat d'actions correspond donc à 44 milliards et le bénéfice net de Meta est de 39 milliards. Donc autrement dit, ils ont même utilisé 5 milliards de cash pour faire un énorme rachat d'actions. Mais nous, on va émettre l'hypothèse que finalement, Meta a tout simplement alloué 100% des bénéfices qu'elle a généré en 2021 en rachat d'actions. D'accord? Très bien. Ok, alors je viens de voir que l'image était un petit peu grande, donc je l'ai mis plus petite. Alors regardez, c'est très simple, vous allez comprendre directement. Alors donc, admettons ici... donc voilà, vous avez votre PRU sur les 160 $. On est bien d'accord qu'à ce moment-là, Meta, si elle verse un dividende, donc si elle verse 100% de ce bénéfice, qui est en bénéfice par action, si on transfère ces 44 milliards, enfin ces 39 milliards, hein, le bénéfice net de Meta à cette époque était de 39 milliards, si on le met sous forme de bénéfice par action, on divise par le nombre d'actions, eh bien ça fait 13,77 $. Meta, ici en 2021, elle est en capacité, d'accord, de donner à chaque action 13,77 $ puisqu'elle les a créés cette année, enfin c'est cette même année. Bon, très bien, et regardez un petit peu, ça vous fait un rendement de combien? Vous avez un PRU sur les 160 $, donc si je fais 13,77 divisé par 160 $, ça vous fait un dividende sur votre coût d'acquisition de 8,6%. Si Meta avait effectivement redistribué, avez redistribué plutôt dans la globalité un dividende à ce moment-là, donc ça vous aurait fait à vous, avec votre PRU de 160 $, un rendement de, j'arrondis à 9%. Si maintenant, donc voilà, Meta, eh bien, on voit qu'elle n'a pas fait de dividende à ce niveau-là, elle a fait un rachat d'actions. Eh bien, de combien votre rendement est de combien? Eh bien, votre rendement, il est de 13,77 divisé par, j'arrondis, je ne vais pas prendre le plus haut, parce qu'on va dire qu'ils ont fait une moyenne, c'est-à-dire que voilà, ils ont fait en moyenne sur les 310 $ les rachats d'actions, donc divisé par 310. Eh bien, et on voit que c'est un petit peu plus parce qu'ils ont racheté un petit peu plus, hein, ils ont racheté pour 44 milliards, mais encore une fois, voilà, je suis pas à 3% près, mais on voit bien que là, Meta a racheté 4,4, voilà, 4-5% du prix du business. Donc là, en fait, votre rendement, il est potentiel, voilà, de 4-5%, puisque la participation dans Meta, votre participation a augmenté de 4%, puisque le prix du business, la part du gâteau a diminué d'autant. Donc, on voit bien que dans la première situation, vous avez un rendement, un dividende sur votre, finalement, vous avez un virement de 9% sur votre coût d'acquisition. Et deuxième option, vous avez finalement le prix du business qui a simplement diminué de 5%. Donc effectivement, potentiellement, vous avez 5% de plus, mais vous n'en voyez même pas la couleur. Donc vous avez la double peine. Alors que si maintenant, admettons, Meta, Zuckerberg était un devin et il avait attendu précisément ce moment pour faire le rachat d'actions. Et donc là, on va émettre l'hypothèse qu'il avait toujours 13,77 $. On est bien d'accord que sur les 92 $, si Zuckerberg nous dit, ok, on fait un rachat d'actions, donc sur ces 92 $, ça vous ferait un rendement 13,77 divisé par 92. Ça aurait fait ici, Meta aurait racheté à ce moment-là, non pas 4,5% du business, mais 15% du business. Et à ce moment-là, effectivement, c'est bien plus intéressant que Meta fasse un rachat d'actions parce que vous, si vous l'avez versé en dividende, vous aurez un rendement de seulement 8-9%, d'accord? Et c'est la même chose pour finalement Meta. Là, pourquoi Zuckerberg a annoncé un dividende? C'est la première fois qu'il fait un dividende, puisque effectivement, il est sur les 500 $. Ça n'arrange personne que Meta fasse des rachats d'actions sur les 500 $. Là, 99% des particuliers et de tout le monde ont finalement un PRU inférieur puisqu'on est sur un all-time high. Donc personne n'a un PRU au-delà. Donc finalement, donc là, ça n'arrange personne que Meta fasse un rachat d'actions. Qui que vous soyez, il est préférable que Meta fasse un dividende puisque effectivement, on est sur un plus haut. D'accord? Donc c'est vraiment, si effectivement vous avez
Si on fait le rachat d'actions plus haut que votre PRU, vous êtes perdant. Si on fait le rachat d'actions moins haut que votre PRU, vous êtes gagnant. Après, il faut prendre en compte aussi, comment dire, la croissance potentielle de votre entreprise. Bon, ça, j'ai déjà expliqué. Et enfin, oui, non, mais voilà, après, j'allais vous dire une banalité, mais c'est vrai que les rachats d'actions, finalement, si jamais vous avez une entreprise qui, admettons ici, Meta, voilà, Zuckerberg ne fait pas l'année de l'efficience et continue ses dépenses incroyables et que le business dans son ensemble Meta perd en valeur, hein, voilà, on fait le chiffre d'affaires baisse, les marges, etc., etc., etc. On est bien d'accord que vous, si jamais vous avez acheté vos actions ici sur les 160 dollars, bon, ok, très bien, il a fait des rachats d'actions, votre participation dans l'entreprise a augmenté puisque la part du gâteau a diminué, mais c'est bien beau tout ça, mais vous n'avez rien touché, vous avez que dalle, vous avez juste une participation plus importante dans une entreprise qui vaut beaucoup moins d'argent. Donc vous êtes pas bon du tout. Voilà, vous n'êtes pas bon du tout. Alors que si on fait des dividendes, c'est clair qu'à chaque fois, c'est vraiment de l'argent qui rentre sur vos comptes, c'est palpable. Encore une fois, vous pouvez très bien le réinvestir sur un autre business, vous pouvez très bien vous le garder sur votre compte en banque. Pour le mettre, enfin bref, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est vraiment plus intéressant dans un cas et pas dans l'autre. Et c'est également pour ça qu'effectivement, si on a des business à chaque fois qui font des all-time high, bon c'est beaucoup plus intéressant que fasse des rachats d'actions. Mais parfois les business, vous savez, on peut très bien faire des rachats d'actions pendant 10 ans, donc votre participation elle augmente, vous dire c'est trop bien, c'est super bien, le prix par action est vraiment boosté par ces rachats d'actions, mais à un moment donné le business il décroît et là en fait vous vous retrouvez avec voilà un prix qui baisse de 90%, donc là encore une fois on est remonté, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais si on remonte pas, il faut bien savoir que tous les rachats d'actions sont vraiment partis dans le vent. C'est de l'argent qui est parti en fumée. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Je me suis mis sur Visa puisque les actions qui versent des dividendes, c'est des actions qui n'ont plus de potentiel de croissance, c'est des actions qui n'ont pas de croissance. Et j'ai reçu un commentaire d'un mec qui m'a dit oui, tu te trompes totalement, mot pour mot, hein, parce que finalement Air Liquide, c'est pas une action à dividende, c'est une action à croissance puisqu'il y a de la croissance. Donc finalement, c'est pas une action à dividende. Mais en fait, les gens ne comprennent pas que ça n'a rien à voir avec la croissance. Regardez, Visa, justement, maintenant que vous comprenez que rachat d'actions, d'un point de vue comptable, rachat d'actions ou dividende, c'est la même chose, puisque c'est du cash qui, 1, ne reste pas dans l'entreprise, et 2, n'est pas réinvesti dans l'entreprise. Donc c'est comptablement la même chose, c'est du cash qui sort, c'est du cash vraiment qui sort de l'argent, c'est un négatif. Et donc finalement, vous voyez, Visa, on a un free cash flow de 19 milliards, et on fait des rachats d'actions de 12 milliards, donc presque 60% finalement du free cash flow, donc on aurait qu'on fasse des rachats d'actions ou des dividendes, d'un point de vue comptable, c'est la même chose. Visa pourrait vous verser un dividende de 12 milliards par an parce qu'on n'a pas besoin de réinvestir. Donc, encore une fois, rappelez-vous de Warren Buffett, ça n'a rien à voir avec cette histoire de croissance. Ça a à voir avec est-ce que, premièrement, vous avez un business entre guillemets de merde, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un réinvestissement de monstrueux. Donc, effectivement, là, dividende, pas dividende, rachat d'actions, pas dividende, vous allez toujours devoir réinvestir énormément. Et alors là, vous allez me dire, et c'est parfaitement logique, pourquoi finalement Meta, quand on fait un flou historique, c'est plus intéressant de faire des dividendes, et pourquoi finalement Visa, c'est plus intéressant de faire des share buyback, de faire des rachats d'actions, même si on est un plus haut historique. Donc je vais vous expliquer ça avec finalement, je vous ai mis un de mes commentaires YouTube qui l'avait assez bien expliqué. Donc tant que le bénéfice net conserve cette croissance de Visa, on a un ROE de 20% et une croissance du bénéfice net de 20%. Donc c'est une exponentielle, c'est une machine à cash. Donc le potentiel du prix en bourse, on est d'accord qu'il est énorme puisque rien que l'année prochaine, là regardez, là cette année on a un earning per share, voilà, on avait un earning per share de 7, là de 8, on va avoir de 9, de 10, de 12, de 14, de 15. Donc vraiment, quand vous achetez Visa, sa capacité à vous verser de l'argent, à produire de l'argent, premièrement, elle est réelle, et deuxièmement, elle augmente. Visa arrive à toujours augmenter ce bénéfice net de 20% par an. Donc le prix en bourse va également augmenter, d'accord? Et la valeur de Visa comptable va également augmenter. Donc chaque rachat d'action aujourd'hui est extrêmement intelligent et permet donc de réduire la tête du gâteau, d'accord? Là en ce moment parce que tout simplement la Visa n'est entre guillemets pas chère par rapport à dans 10 ans. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que ce bénéfice va ralentir, donc je sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, à un moment donné, Visa va pas croître comme ça pendant 20%, enfin va pas croître de 20% par an ad vitam aeternam, ça va ralentir, il va y avoir de la concurrence, etc. etc. Et donc, quand ça se fera, eh bien, le potentiel du prix en bourse fera de même, d'accord? Voilà, Visa à un moment donné, bon bah ok, je sais pas, on va peut-être se stabiliser à 30, 40 milliards par an, et on va se stabiliser. Et donc là, ça y est, on pourra logiquement se focaliser sur une augmentation du dividende, mais si on fait l'inverse, c'est-à-dire envoyer maintenant 90%, 80% du free cash flow aux actionnaires, finalement en dividende pour ensuite faire des buybacks dans 10 ans quand le cours aura été multiplié par 5 ou par 6, ce n'est pas du tout intelligent, donc il faut vraiment le comprendre. Et c'est pour ça que finalement sur Visa c'est vraiment une course contre la montre pour acheter pendant qu'il est encore temps par rapport à la croissance future qu'on va avoir et par rapport au prix qu'on va avoir de Visa dans 10 ans, et bien d'acheter le maximum finalement d'actions, même si on est sur un all-time high, puisque finalement avec la croissance on sera encore plus haut plus tard, donc c'est toujours intéressant de quand même acheter des actions. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que le problème c'est, admettons dans 5 ans, dans 10 ans,
je sais pas, on a un truc improbable, enfin les États-Unis, l'Union européenne qui fait un pacte pour créer une monnaie numérique qui contrôle tout ça. Visa se met est complètement hors course et du coup Visa s'effondre complètement. Bon, on est d'accord que la personne qui a acheté Visa, je sais pas ici, là cette personne là, elle est voilà, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait. Elle a elle a une performance, enfin elle a une plus-value de malade. On est d'accord que effectivement sa taille dans Visa explose à chaque fois, à chaque année avec les rachats d'actions. Mais si jamais Visa s'effondre là du jour au lendemain, cette personne-là, elle n'aura jamais rien touché. Elle aura 13 ans là, enfin 14 ans dans le vent, qui n'aura servi absolument à rien. Alors que si jamais finalement vous prenez des entreprises comme hop, alors attendez, voilà, non, voilà, c'est bon, comme Air Liquide par exemple, qui regardez ses dividendes, on a des dividendes qui augmentent et on a des dividendes chaque année, ce qui veut dire que si demain Air Liquide finalement s'effondre et fait faillite, vous aurez quand même récupéré tous ces dividendes et vous aurez certainement remboursé de toute façon votre coût d'acquisition en dividendes. Et d'ailleurs ici on voit qu'en 2008 ils ont réduit le dividende. Alors faudrait les vérifier, hein, mais ça se trouve si s'ils l'ont fait, ça aurait été un coup de maître, c'est-à-dire finalement ne pas faire de rachat d'actions ici, ne pas faire de dividende ici. Et là la différence, le faire en rachat d'actions en 2008 quand en plein crash, ça aurait vraiment été une gestion magnifique. Il faudra aller vérifier ça. Mais enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que vraiment le dividende c'est une sorte de protection. Et d'ailleurs même si admettons Air Liquide s'effondre, parce que uniquement à cause de la panique, voilà. Il y a une panique, Air Liquide s'effondre et donc finalement son bénéfice net est toujours le même, sa capacité à vous verser un dividende est toujours le même, bon bah il va continuer de verser ce dividende. Donc, ce qui veut dire que finalement ça vous fera un matelas de sécurité psychologiquement à avoir votre entreprise qui s'effondre mais qui vous donne toujours, qui vous délivre toujours le dividende. Et finalement ça va vous permettre, de mieux tenir également psychologiquement, donc il y a aussi cet avantage là. Bon voilà, je pense que j'ai à peu près tout vu ici. Après encore une fois très rapidement, le action à dividende finalement qui croît moins vite que les actions de croissance. Évidemment que si vous prenez des actions, la moyenne des actions vraiment de croissance vont toujours aller, enfin si vous prenez un ETF croissance à un ETF dividende, l'ETF dividende va moins croître. Mais ce que je veux dire c'est que encore une fois, si vous avez un business qui génère 1 million et qui fait un payout ratio de 50%, eh bien, il a toujours créé 50% de valeur. Enfin, il a toujours créé, là, dans cet exemple, 500 000 de cash en plus. Il a toujours créé une valeur de 500 000 en plus. Et si d'autant ces 500 000, il réinvestit dans le business et qu'un RE de 20%, eh bien, ces 500 000 feront les intérêts composés en interne avec le RE. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des actions qui versent des dividendes avec un payout ratio de 50% avec une croissance exponentielle toujours énorme parce que on réinvestit le peu qu'on réinvestit, on le réinvestit avec un énorme RE et un énorme retour sur cet investissement. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Vous savez, sinon ce genre de vidéo je peux les faire pendant 1h30. Là je pense qu'on est pas trop mal. Et si également, oui, n'oubliez pas, j'ai dans la description ma formation sur les dividendes là qui est gratuite et qui ne restera pas gratuite. Là je vais prendre les modules, je vais les incorporer dans une formation, dans la formation donc, qui est payante. Donc voilà, profitez-en, merci et je vous souhaite une bonne soirée.